est FAC. Ce que nous sommes est avant tout ce que vous êtes. Vous vous investissez à fond dans votre entreprise et nous aussi, car nous sommes le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Que vous souhaitiez démarrer, agrandir ou transformer une entreprise agricole ou agroalimentaire, nous pouvons vous aider. Plus qu'un simple prêteur, nous sommes un allié, un catalyseur et nous sommes là à chaque étape de votre parcours. C'est ce que nous sommes. FAC, rêver, bâtir, réussir. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle David Parker et je serai votre animateur aujourd'hui. C'est beau de voir tout ce monde de partout. En fait, je regarde à mon écran ici où je vois il y a des gens de la Beauce, du Bas-Saint-Laurent, Kamouraska, Montérégie, Saint-Hyacinthe, Durham-Sud, Centre du Québec. C'est super que vous êtes tous là. Puis en fait, moi, je suis au bureau à Sherbrooke et j'aimerais souligner que je me trouve sur les terres traditionnelles des nations Abénaki et Wabanaki. Et c'est important de dire que FAC honore et respecte la diversité, la force et la contribution de tous les peuples autochtones, et cela dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Et en fait, nous sommes heureux aussi de compter parmi nous aujourd'hui une invitée de renommée dans le monde de la psychologie en agriculture et en agroalimentaire, Madame Pierrette Desrosiers, qui se trouve aussi au bureau de Sherbrooke, juste dans une autre salle. Mais juste avant qu'elle se joigne à nous, et je vous invite à me dire de quelle région vous vous joignez ce matin à nous, et vous pouvez utiliser en fait l'espace clavardage dans l'application Slido qui est à la droite de votre écran pour échanger et poser vos questions, commentaires si vous voulez. Et en fait, en plus de ça, on va avoir une période de questions suivant la présentation de Mme Desrosiers. Donc, des questions de vous, en fait, des participants du public. Et donc, durant la présentation, si vous avez des questions, écrivez-les. Moi, j'ai mon écran à côté pour observer les questions, faire certain que ça rentre. Je vais faire la collecte des questions, puis on va ensuite les poser à Mme Desrosiers par la suite. Donc, n'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton « Aide support » si vous éprouvez des problèmes techniques. Et donc, sans plus attendre, je vous présente notre invitée, Mme Pierrette Desrosiers, la première psychologue conférencière et coach d'affaires au Canada spécialisée auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires. Fille, femme et sœur d'entrepreneurs agricoles, elle se démarque avec ses interventions basées sur les dernières recherches en neuroleadership. Donc, j'invite Mme Desrosiers. Bonjour, Mme Desrosiers, comment allez-vous? Bonjour David. Écoute, dans un premier temps, je pense qu'on pourrait se tutoyer, hein? Ce serait plus simple. Et David, je suis un peu curieuse de savoir il y a combien de gens qui se sont inscrits. Là, on est à 250 personnes. Oh wow, super. Alors, bienvenue à tous. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on peut y aller, David? Bien, en fait, c'était juste pour dire, à la fin de ta présentation, on va avoir une période de questions. Puis en plus de ça, les participants auront la chance de gagner une copie autographiée de ton livre « Suivre à la réussite ». Puis ça va se faire une fois qu'il y aura en fait rempli le formulaire d'évaluation qui va venir par courriel plus tard. Mais je voulais juste mettre ça de l'avant pour que les gens sachent. Puis moi, je me retire de l'écran bientôt. Je vais juste garder un œil sur mon deuxième écran ici avec les questions. Puis on se reparle bientôt après la présentation. Super. Alors, merci David. Alors, donc, bienvenue à tous. C'est un grand bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, éventuellement, on va se voir en personne, là. Mais tout d'abord, je tiens à remercier Financement agricole Canada de m'offrir cette opportunité de venir échanger avec les entrepreneurs, les entreprises et tout le monde qui gravite alentour du monde agricole et agroalimentaire. Et comme David peut-être le mentionné brièvement, aujourd'hui, en fait, c'est le début d'une série de 5 modules. On va avoir le premier module aujourd'hui sur la gestion du stress, mieux gérer le stress pour mieux gérer l'entreprise, mais au fil de l'année, on va avoir 5 modules. Le deuxième, puis je vais vous en parler un petit peu plus à la fin sur le contenu, mais le deuxième, on va parler de la gestion du changement et on sait à quel point c'est difficile le changement.
Troisième module, on va parler de collaboration et mobilisation des employés, mais aussi de la relève. Donc, on va parler des défis intergénérationnels. Le module numéro 4, gestion du temps et des priorités. Alors, comment être plus efficient avec les 24 heures qu'on a dans une journée. Et le module 5, communication et gestion des conflits. Vous aurez le détail de ça qui vous sera parvenu là, par la suite du webinaire. Alors, comme vous pouvez le voir, ces compétences-là, bien, c'est relié aux compétences du leadership. Hein? Ce qu'on veut faire, c'est de développer nos compétences comme leader et qu'on soit à la tête de l'entreprise, qu'on soit superviseur, qu'on soit gestionnaire, on a tous besoin de développer ces compétences-là. Et mon approche comme psychologue du travail depuis un peu plus de 25 ans, c'est toujours de faire des interventions, mais aussi qu'on réfléchisse et qu'on utilise des outils, des stratégies qui vont cibler 2 priorités. La productivité dans le monde du travail, mais aussi le bien-être au travail. Et quand on parle de bien-être au travail, vous comprenez que ça comprend aussi le bien-être personnel dans votre vie personnelle parce que c'est des vases communicants. On a beau être une entreprise hyper productive, on fait de l'argent, c'est rentable. Si on a bien du monde de malheureux là-dedans, puis on n'est plus bien, ça ne sera pas long que ça va dégénérer. Et à l'inverse, on va avoir bien du fun, bien s'aimer, mais il faut aussi que ce soit efficace et productif. Alors, c'est toujours dans ces 2 aspects-là que sont l'ensemble des interventions, des outils qu'on va utiliser. Alors, commencer, mieux gérer le stress pour mieux gérer l'entreprise, c'est notre module numéro 1. En fait, pour apprendre à mieux gérer le stress, la première chose, il faut apprendre à se connaître. Hein, parce que pour changer quelque chose, pour intervenir sur quelque chose par rapport à nous, bien, on ne peut pas changer ce qu'on ne connaît pas. Et se connaître, c'est certainement la compétence la plus importante, la première en tout cas avec laquelle il faut commencer lorsqu'on est un leader. Socrate, déjà il y a plus de 2000 ans, disait « Connais-toi toi-même ». Alors, c'est pas d'hier. Ça veut dire quoi se connaître? Bien sûr, c'est l'histoire d'une vie, mais il y a des gens qui vont se connaître mieux que d'autres. Comment on fait ça, se connaître? Bien, la première chose, c'est, parce que vous savez, souvent, on parle dans l'entreprise, il faut établir notre mission d'entreprise, mais je pense qu'avant d'établir notre mission d'entreprise, il faut établir sa mission de vie. Hein? Puis sa mission de vie, ça veut dire, j'ai mis le mot réussite, parce qu'on parle souvent de ça, réussir sa vie. Ça veut dire quoi pour vous? Et là, bien sûr, je pense qu'on répond pas à ça dans 15 secondes, mais posez-vous la question, ça veut dire quoi pour moi réussir, une vie réussie? Et à partir de là, bien, ça veut dire qu'on va apprendre à se connaître davantage et on va cibler aussi nos valeurs. C'est quoi mes valeurs les plus importantes? Les valeurs, c'est ce qu'on croit être fondamentalement être bon et vrai. Tu sais, c'est quelque chose qui nous habite, c'est intrinsèque et ça se négocie pas. Et c'est pour ça que vous avez une liste, vous allez avoir tout au long des webinaires, des modules, vous allez avoir aussi des exercices, des outils. Et là-dedans, aujourd'hui, on va vous annexer une liste de valeurs. Fait que ça peut être intéressant de faire cet exercice-là avec son partenaire, son conjoint, son associé. C'est quoi les valeurs qui nous définissent? En fait, c'est où tu vas investir ton temps, ton énergie, ton argent et de quoi tu parles. C'est pas mal ça qui correspond à nos valeurs. À la blague, je disais, vous savez, si je suis prête à m'acheter une voiture de 80 000 ou un camion de 80 000 et que je trouve que les tomates sont toujours trop chères, puis que je dis, dans le fond, moi, c'est la santé qui est super important, bien, les bottines ne suivent pas les babines. En fait, c'est ça les valeurs. Là. Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on dit qui est important pour nous? Ensuite, se connaître, c'est connaître ses forces et ses limites. On en a tous, on a des forces, mais on a aussi des limites. Puis les limites, c'est un peu nos angles morts. Si je les connais pas, c'est-à-dire là, ça va devenir un angle mort. Et ça risque de me mettre en danger ou de mettre aussi mon entreprise en danger. Et une bonne façon de se connaître, bien sûr, c'est de réfléchir à ça, de faire de l'introspection, mais c'est aussi de demander aux autres qui nous connaissent. Qu'est-ce que tu vois de moi? Demandez aux gens, c'est quoi vos forces? C'est quoi vos limites? Il faut aussi être prêt à les accepter, bien entendu. Qu'est-ce qui vous définit? C'est quoi votre ADN? Tu sais, on a tous quelque chose, on est unique, on le sait. Alors, ça aussi, on peut demander aux gens,
Tu sais, si tu avais 3 qualificatifs à dire, ben, c'est quoi qui définit Pierre, Paul, Martine, Julie? Demandez les gens, qu'est-ce qui constitue votre ADN? C'est quoi aussi vos intérêts qui, eux, peuvent changer au fil du temps, au fil de la vie? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez plus? Et c'est quoi votre contexte et votre réalité? Parce que prendre des décisions d'affaires, prendre des décisions dans notre vie, ben on doit tenir compte de tout ça. Et souvent, je dis 2 voisins, par exemple, en agriculture, ils peuvent être voisins, puis ce qu'ils ont en commun, c'est à peu près juste les terres, dans le sens qu'ils ont des terres qui se ressemblent parce qu'ils sont voisins. Mais leur entreprise, ils peuvent être extrêmement différents en termes de leur force, leur faiblesse, leurs ressources. Alors, c'est quoi mon contexte? C'est quoi ma réalité? Et c'est la même chose si je travaille dans une entreprise, ben peut-être qu'en ce moment, la promotion est peut-être pas une bonne idée pour moi parce qu'il arrive quelque chose dans ma vie personnelle. Donc, plus je vais être en mesure de connaître ces éléments-là que j'ai mis à l'écran, plus j'ai de chances de prendre des décisions qui vont être bonnes pour moi et pour ceux qui m'entourent, bien entendu. Puis en bout de ligne, ben, se connaître, c'est un peu de savoir à la fin de ma vie, là, ça va être quoi mes plus grands regrets, ça va être quoi mes plus grandes fiertés. Ça permet parfois de se réajuster puis de dire attends un petit peu. Ça nous permet d'avoir un GPS pour dire c'est vers là que je veux aller. Alors, se connaître, c'est tout un contrat, mais plus vous allez vous connaître, plus vous allez être en mesure de prendre de bonnes décisions, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Êtes-vous sur votre X? C'est une autre façon aussi de voir comment ça va, parce qu'on va parler de stress, comment gérer ça. Bien, habituellement, quand tu es sur ton X, tu es pas mal moins stressé. Être sur son X, ça fait référence à avoir le sentiment qu'on est à l'endroit où on veut être dans ses vies, qu'on fait ce qu'on doit faire, autant au niveau personnel que professionnel. Et quelques questions clés comme ça que vous pourrez répondre d'1 à 5. Vous vivez en fonction de vos valeurs. Est-ce que la plupart du temps, vous vivez en fonction de vos valeurs? Bien sûr, il faut les connaître. Est-ce que vous utilisez vos talents la plupart du temps? Est-ce que vous êtes stimulé au quotidien? Puis là, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est toujours à 10 sur 10 puis toujours super heureux de se lever le matin. Bon, mais de façon générale, est-ce qu'on est stimulé? Est-ce que vous poursuivez une ou des passions et ça aurait avantage de ne pas être juste au niveau du travail parce que ça amène souvent un grand déséquilibre quand les gens disent notre travail peut nous passionner, là. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir aussi des passions à l'extérieur de ça pour ne pas être en déséquilibre? Est-ce que vous réussissez votre vie en fonction de vos standards? Puis, en bout de ligne, est-ce que vous trouvez que la vie vaut la peine d'être vécue? Alors, si vous répondez oui à ces questions-là, la plupart du temps, vous êtes sur votre X. Si vous dites, oh là là, il y a des choses que c'est vraiment non, bien c'est un signe qu'il y a des choses à changer, probablement, dans votre vie. On va regarder maintenant, on a dit qu'on regarderait développer des compétences de leader, mais c'est quoi un leader mature? Puis vous comprenez quand je dis un, ça inclut aussi une, bien entendu, le masculin et le féminin. D'abord, un leader mature ou une leader mature, c'est mature émotionnellement, c'est en bonne santé mentale. C'est sûr que si on a des problèmes de santé mentale, ponctuelle ou chronique, ben ça nous éloigne de la maturité émotionnelle, c'est-à-dire là où on va être à notre meilleur. Ensuite de ça, un leader mature, c'est quelqu'un qui a une perception de contrôle et de responsabilité. Donc, j'ai l'impression que je contrôle des choses, bien entendu, il y a un paquet de choses qu'on ne contrôle pas, mais on est capable de dire, là-dessus, j'ai du contrôle, ou là-dessus, je suis responsable en partie ou en totalité de certains résultats, ou du moins de mes actions, de mes décisions. C'est aussi un moment où on arrive à un stade d'interdépendance. Vous savez, c'est quoi quand on vit au monde? Si on ne s'occupe pas de nous, dans l'espace de quelques jours, on ne pourrait pas survivre. Puis là, rendu à l'adolescence, pour ceux qui ont des ados qui se souviennent de leur adolescence, ça, c'est l'âge extraordinaire où tu es complètement indépendant. Tu n'as pas besoin de personne dans la vie, puis tu le dis très haut et fort à tes parents, que dans le fond, tu es capable de ranger tout seul, sauf que c'est eux autres qui font vivre, qui payent l'épicerie, toi, sur la tête, qui fait le lavage, puis qui payent le cellulaire. Bon, on s'entend là-dessus. Et un jour, tu vieillis, et là, tu t'aperçois que
bien qu'on n'a pas besoin d'une personne en particulier, on réalise, sais-tu qu'on a besoin les uns des autres. Alors, on est en interdépendance, puis on accepte ça, puis on est bien aussi là-dedans. On ne s'attend pas de tout faire soi-même. On accepte aussi les règles sociales. On n'est pas toujours en train de réagir à ça. Sentiment de réciprocité. On est capable de s'investir au niveau relationnel dans les différentes relations qu'on a, même au niveau du travail. C'est pas juste des transactions d'affaires. Alors, il y a cette reconnaissance-là que l'autre est humain, puis on est capable de s'investir. On est capable aussi d'exprimer et gérer adéquatement ses émotions, la plupart du temps. Puis là, on s'entend que leader mature à 10 sur 10 dans tout ça, probablement, bon, il n'y en aura pas beaucoup. Mais ce qu'on tend à faire, c'est d'améliorer ces compétences-là. Jusqu'où on se situe par rapport à cette échelle-là, sur chacune des dimensions. Reconnaissance et respect de l'autre, on reconnaît que l'autre, c'est un humain qui est égal à nous. On est capable de tolérer les frustrations dans notre quotidien. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y en a des dizaines de frustrations. Mais quelqu'un qui est mature, il va être capable de réagir d'une façon avec un certain recul, puis il ne sera pas toujours au quart de tour, puis l'expression typiquement québécoise, là, péter sa coche 10 fois par jour parce que ça ne se passe pas comme tu veux. Donc, il y a une capacité à les tolérer, les frustrations. Capable de s'exprimer de façon affirmative. Puis on va avoir un module sur la communication où est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin. On va juste viser la communication. Mais s'exprimer de façon affirmative, vous savez, c'est comme si on verrait dans un pôle, on a un bout du continuum des gens qui sont complètement passifs. Ils n'osent jamais dire ce qu'ils pensent, ils ont peur de s'affirmer, de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur de déplaire, bref. Et à l'autre bout, à l'autre pôle, on a les bulldozers, ceux qui s'expriment haut et fort, mais qui exigent, puis qui crient, puis qui hurlent, puis le poing sur la table, puis ils font peur à tout le monde. Bon, entre les deux, là, on a quelque chose qui s'appelle une capacité de s'exprimer d'une façon affirmative, c'est dans le respect des autres. Je suis capable de dire ce que je veux pas, de mettre des limites, de parler de ce qui me dérange, mais je suis aussi capable de le faire d'une façon respectueuse sans attaquer l'autre et je suis aussi à l'écoute que l'autre aussi. Il y a des intérêts, il y a des attentes, il y a tout ça. Alors, quand je vais dans une entreprise avec des actionnaires ou tu travailles avec des gestionnaires, est-ce qu'on est capable de jaser ensemble puis d'exprimer tout en sentant qu'on peut le faire sur les deux côtés d'une façon respectueuse. Et on est capable aussi de retarder le plaisir. Retarder le plaisir, donc, ça veut dire que ça peut être le plaisir à très court terme. Aujourd'hui, c'est le temps que je fasse tel travail. À soir, j'irai sur Facebook ou j'irai écouter une série Netflix. Mais je suis capable de le remettre dans un temps où ça va avoir du sens. Ça peut être aussi retarder le plaisir pour des années. Hein? Je vais mettre un petit peu d'argent de côté ou un petit peu beaucoup, en tout cas parce que je pense à ma retraite. Et donc, je suis capable de retarder des plaisirs. Je ne suis pas toujours dans la gratitude immédiate. Alors, plus on score haut, on a un résultat élevé sur chacune de ces dimensions-là, plus on est un leader, donc on va être capable d'influencer et on est un leader qui est mature. On parle de stress, bien sûr. Donc, gérer le stress, c'est aussi de connaître ou reconnaître mes ressources versus mes exigences. C'est d'une façon très simplifiée, on pourrait dire que le stress, c'est lorsque mes exigences de la vie, toutes les demandes que j'ai de mon travail, de ma vie personnelle, dépassent les ressources que j'ai. En fait, j'ai beaucoup plus d'exigences que mes capacités d'y faire face. Mes ressources financières, mon énergie, l'aide que j'ai alentour de moi. Mes ressources sont plus là, puis j'ai de plus en plus d'exigences, donc il va y avoir un débalancement. Et plus ça arrive de façon chronique, élevée ou de façon chronique, plus le stress va s'installer. En fait, il y a un modèle aussi qui nous vient de Sonia Lupien qui explique que le stress, c'est quand on se fait du ciné, un peu pour l'acronyme pour cinéma, ça viendrait de 4 sources
au niveau de notre perception. C'est-à-dire, lorsque le C pour contrôle, lorsque je perçois que je n'ai pas le contrôle sur la situation et que les conséquences peuvent être importantes, je stresse. Alors, plus il y a de zones ou de situations que je dis, hey, j'ai pas le contrôle là-dessus, puis j'anticipe des résultats négatifs, là, mon stress augmente. C'est aussi tout ce qui est dans l'incertitude. Donc, tout ce qui est incertain, puis on sait que, on va se le dire de ce temps-là, il y a des zones d'incertitude assez importantes. Alors, plus je perçois qu'il y a de l'incertitude dans ma vie, ça aussi, plus le stress va augmenter. La nouveauté, tout ce qui est nouveau. Et pourquoi c'est intéressant de s'attarder à ça, c'est que parfois, j'ai des clients, puis là, ils me disent, bon, là, je me marie, je déménage, on construit un bâtiment ou on rénove la maison. Là, c'est toutes des choses, le fun, qu'ils ont décidé. Puis là, je dis, oh là là, il va y avoir du stress aussi. Ah non, ça va être le fun. Alors, la nouveauté, même si elle est choisie, puis même si on le veut, puis même si c'est stimulant, le nouveau bébé, la nouvelle maison, la nouvelle job ou la nouvelle étable, bon, ça a beau être choisi, nouveau puis intéressant, ça va créer du stress, ça va vous demander de l'énergie, des ressources et vous allez devoir vous adapter parce qu'il va y avoir une zone de chaos où est-ce qu'on n'est plus dans la routine. Donc, il ne faut pas minimiser ce qui arrive de nouveau dans votre vie parce que ça va créer du stress, même si c'est le fun. Tous ceux là, qui ont eu des bébés là, récemment, ils s'en souviennent. Ah, oui, un peu la nouveauté du bébé, là, c'est... on sait ce que c'est. Et ensuite, la dernière et non la moindre, c'est tout ce qui est une menace perçue à notre ego. C'est stressant. Alors, ça peut être de faire une présentation, ça peut être de donner son idée dans une réunion. Si j'anticipe que quelqu'un peut rire de moi, me ridiculiser ou qu'il va trouver que ça n'a pas de bon sens, bien, à partir du moment qu'il y a une menace à mon estime personnelle ou mon estime sociale, à ma réputation, une menace perçue, on comprend, on est tous dans le domaine des perceptions, bien ça peut augmenter le stress de façon significative. Et je peux vous dire qu'aller jusqu'à l'extrême, il y a malheureusement des gens qui se sont enlevés la vie parce qu'ils faisaient face à une situation de faillite et pour eux, c'était impossible de faire face au jugement des autres. Alors, ça peut aller jusque-là. Alors, il ne faut pas minimiser le stress qui peut être induit par rapport à la menace qu'on a à notre ego, notre estime, notre réputation. Vous avez dans vos annexes, vous allez avoir une façon aussi, j'aime bien ce modèle-là, c'est une photo rapide, je trouve, de savoir comment ça va dans ma vie. Parce que se connaître, et pour arriver à gérer le stress, il faut savoir, bien sûr, où il se situe. Et c'est la roue de l'équilibre, là, je vous la montre là, vous l'avez à l'écran. En fait, il y a 8 dimensions qui sont importantes. En tout cas, ce modèle-là se base sur les 8 dimensions essentielles à la vie que chacune des dimensions, on peut avoir des scores différents, là, des résultats différents. Alors, l'idée, c'est que vous prenez chacune des dimensions, par exemple, le travail ou l'entreprise, de 1 à 10. Comment ça va par rapport à votre satisfaction, par rapport à vos standards? Hein? Ça va-tu à 8? J'aime mon travail, ça va super bien, ou bien mon entreprise, où elle va bien, versus 2, non, on est sur le bord de la faillite. Les finances, c'est la même chose. Comment vont mes finances par rapport à mes idéaux? Ma santé, on a la famille aussi. Fait que là, on peut mettre chaque membre de la famille. Le couple, parfois, on n'en a pas. Hein? Bon, on répond rien là, on n'est pas en couple. Et si on ne veut pas que ça soit stressant, on est mieux d'avoir juste un couple que plusieurs. Bon, à la blague, je dis que si on met des scores pour plusieurs là-dedans, ça monte le stress. Ensuite, on a le développement personnel. On a le côté spirituel. Ça, c'est jusqu'où vous trouvez que votre vie a un sens. Jusqu'où vous vous dites, ben moi, ça a du sens pourquoi je suis sur la terre. Je fais quelque chose d'important. Et votre vie sociale. Alors, encore là, je vous encourage, et il y a un petit exercice là, que vous verrez là, à la fin avec ça, à le faire, mais peut-être à le partager aussi dans votre entreprise ou de votre associé, avec le conjoint. Puis vous allez voir des fois qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux. Donc, comment ça va?
commencer à gérer le stress, c'est de reconnaître les signes et symptômes. Alors là, on a plusieurs catégories. Je ne les regarderai pas toutes un à un avec vous. Je vais en regarder quelques-uns en particulier. On a toute la liste. Puis ça, c'est ça que je vous invite à observer alentour de vous pour peut-être voir qu'il y a des gens qui vont moins bien. Comment on voit ça? Bon, il y a tous les signes et symptômes physiques, là, puis là, il y en a une liste, mais il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Il y a bien sûr les signes et symptômes cognitifs. Là, on est dans la tête, là, difficulté à réfléchir, à se concentrer. Il y a comme du brouillard. Les gens vont souvent donner ce signe-là. Ils disent, c'est comme si j'ai la tête dans le jello, je n'arrive pas à réfléchir. Prendre une décision. Et moi, là, habituellement, quand j'ai des entrepreneurs qui viennent et qui me disent « je ne suis même plus capable de prendre une décision », j'ai déjà un signe important qui sont peut-être en dépression. Parce que ça fait partie aussi des signes de dépression, là, mais tu n'es plus capable de te brancher, tu procrastines, tu tergiverses, tu es anxieux. Puis on en vient avec un mauvais jugement aussi. Plus qu'on est stressé de façon chronique, puis là, on tombe après ça à la détresse, puis on peut aller à la dépression ou l'anxiété chronique, ça amène le cerveau à prendre de mauvaises décisions. Bon, perte de sens de l'humour, préoccupé, pessimiste, il en fait partie. Pleure davantage, je vais mettre un bémol. Chez des hommes, particulièrement, on peut observer que certains hommes ne pleurent pas du tout. Fait que c'est pas parce que la personne, elle ne pleure pas, elle peut même être en dépression sévère, puis elle pleure même pas. Donc, nervosité, déprime, on se sent push. Les gens disent, il me semble que j'ai plus d'estime de moi. Il y en a qui vont avoir le registre de la colère beaucoup. Ils sont souvent en colère, frustrés tout le temps, contre tout. Insatisfait. Récemment, je parlais à un entrepreneur qui a vraiment frappé le mur, il a vraiment tombé, là, même au niveau de sa santé physique. Puis il dit, j'ai des jeunes enfants, j'arrive chez nous le soir, ça faisait des mois, il dit que j'avais des signes brûlés. Il n'avait plus jamais le goût de jouer avec ses petits-enfants là, qui ont 1 an puis 3 ans. Là. Il dit, j'en avais des signes, mais je n'ai pas voulu les écouter. Puis là, il a frappé le mur, là. Il est allé... au niveau physique, il a tombé aussi. Mais voyez-vous, il n'est plus motivé à rien, il n'y a plus rien qui le tente. Et malheureusement, ça peut aller jusqu'aux idéations suicidaires. Dès qu'on a ça, bien sûr, on va consulter. Là, et on peut le demander aussi aux gens qui nous entourent s'ils ont des idéations suicidaires. D'autres signes et symptômes comportementaux qui fait que ça commence à moins bien aller, qu'on est de plus en plus stressé puis qu'on perd le contrôle. Vous savez, quand on est stressé, on fait toute la même chose. On essaie de diminuer notre stress. Quand on a des émotions négatives, on tente de les fuir, malheureusement, parce que c'est pas le fun, des émotions négatives. Et c'est là qu'on va aller dans les fuites. Fuite de quoi? Ça peut être dans l'alcool, la drogue, les médicaments, le sexe, Facebook, j'ai mis Facebook, là, ça peut être, mettez-les toutes, là. Les jeux, on peut être addict à plusieurs choses, on va fuir, puis à un moment donné, l'addiction va arriver, là, c'est-à-dire la dépendance. Puis là, je suis pas en train de dire, c'est là qu'il faut nuancer, là, prendre un verre de vin, 2 verres de vin, au souper avec des amis, on a passé une belle soirée, c'est extraordinaire, là, ça, c'est pas un problème. Mais quand tu commences à penser à ta bouteille de vin, puis tu commences à boire ta bouteille de vin à 3 heures de l'après-midi, puis tu as hâte d'arriver de la job pour boire du vin, puis tu en cales 2 bouteilles, là, on a un problème. Fait que voyez-vous, c'est dans la fréquence, l'importance et quand est-ce qu'on le fait. Donc, la fuite, c'est souvent ça. Et là, on comprend bien que plus je vais adopter ces stratégies-là qui sont contre-productives, hein, c'est des stratégies qui ne m'aideront pas, bien, plus je vais avoir de problèmes, là. Je me mets à boire, je dors moins bien, je fais de l'insomnie, ça va mal sur la job, je commence à être irritable, je suis déprimée, je bois encore plus, je prends de la drogue, là, je veux même plus aller me coucher, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, des problèmes qui entraînent des problèmes, ça devient le cercle vicieux. La fuite est une conséquence, mais devient, en fait, après ça, le moteur des problèmes qui vont juste empirer. Ensuite, on peut observer des changements de libido, en plus ou en moins. Encore là, à la blague, j'ai en moins, c'est habituellement, c'est pas mal madame. Parfois, j'ai vu des hommes qui ont dit qu'ils ont eu un surplus de libido, ça peut arriver, mais quand ça arrive, c'est plus chez monsieur que madame. Bon, habituellement.
changement d'apparence physique, on observe que la personne, ou elle a perdu du poids, elle en a pris beaucoup, elle devient irritable, elle critique les autres, on procrastine. Vous savez, la procrastination, c'est souvent le symptôme de problématiques plus importantes, là. Ça peut être des signes, surtout si on ne le faisait pas avant, de la dépression, de l'anxiété, il y a d'autres choses qui se cachent en dessous de ça. Puis on comprend que ça amène bien des problèmes. On procrastine, on ne paye plus nos factures, on retarde, on ne fait pas les jobs, on est en arrière dans tout, alors on ne fait qu'en remettre sur le tas. Et il y a aussi la suractivité. Il y a des gens qui vont se mettre à faire bien du sport. Du monde où ils s'entraînent. Ben oui, c'est rendu excessif, là. Ils se dépensent là-dedans. Il y en a qui vont aller dans les dépenses compulsives. Et bien sûr, l'évitement par excellence chez mes entrepreneurs et mes grands gestionnaires, c'est le travail. On va tenter de fuir dans le travail. On n'a pas à penser à nos problèmes, on est dans le travail. Par contre, vous comprendrez qu'on n'est plus vraiment efficace et surtout dans des métiers comme des agriculteurs à la ferme, on va augmenter les dangers d'accidents. Et dans les bureaux, ben, on va avoir plus d'accidents au niveau des fautes, on va faire des oublis, puis on fait du présentéisme, là. On est présent, mais on n'est pas du tout efficace. Alors, que faire? Oups, ici, j'ai un petit coffre à outils, là. Hein? Excusez-moi. Notre coffre à outils. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que la gestion du stress, vous savez, il n'y a pas un outil qui va tout faire la job. C'est pas vrai. C'est un peu comme un charpentier, un menuisier. Il sait, là, tu ne construis pas de maison rien qu'avec un marteau. Mais ça prend le marteau. Puis ça prend les tournevis, puis ça prend les aiguilles, puis ça prend un niveau. Alors, plus tu as d'outils et plus tu sais comment les utiliser, plus tu vas être apte à gérer les stresseurs au moment où ils vont arriver, ou tu vas même être capable d'en prévenir. Donc, la première chose, on a vu tantôt se connaître, puis après ça, porter attention à vos symptômes. Tu sais, quand est-ce que tu commences à dire, wow, le verre, là, oh, je m'aperçois que là, je commence à en avoir trop, là. Tu sais, je me sens on the edge, là. Et identifiez vos stresseurs. Prenez une liste et dites, c'est quoi, moi, qui me stresse? C'est peut-être pas la même chose que ton conjoint, ton associé, ton frère. On a chacun nos stresseurs qui sont plus importants pour nous. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ça, pas en tout, moi, ça ne me stresse pas. Identifiez vos stresseurs. Ensuite de ça, on va essayer de regarder quand je nomme quelque chose. Parce que là, bon, on est dans on est dans, malheureusement, la guerre d'Ukraine. On sait à quel point c'est dramatique ce qui se passe là. Et là, j'ai des gens qui me disent que tout ce qu'ils pensent, c'est ça. Puis là, on regarde, mais c'est quoi le contrôle qu'on a là-dessus? Bien sûr, on peut envoyer des denrées, on peut faire des dons, mais tu sais, dans mon bureau, là, il est peu probable que j'ai un gros impact personnellement là-dessus. Fait qu'il faut être capable de voir qu'est-ce que je contrôle et agir là où est ma zone de contrôle. Je contrôle à quelle heure je me couche, je contrôle ce que je vais manger, je contrôle de faire un peu d'exercice, je contrôle certaines décisions dans l'entreprise, comment je vais communiquer, mais on se laisse parfois absorber par quelque chose qu'on n'a aucun contrôle. Le prix du pétrole, je ne le contrôle pas. Je peux essayer de gérer un petit peu mes déplacements, certainement, mais je ne contrôlerai pas le cours du marché. Ensuite, donc, la meilleure stratégie, agis là où tu as du contrôle, par contre. Hein? Écouter Netflix jusqu'à 3 heures du matin puis être poqué, là-dessus, j'ai le contrôle d'aller me coucher à 10 heures si je me lève à 5 ou 6 heures. Il y a des zones aussi que j'ai de l'influence. Alors, là-dessus, la meilleure stratégie, c'est espère le mieux, prépare-toi au pire. C'est-à-dire, dans une communication, je vais essayer de passer mon message et tout ça à quelqu'un, il y a un conflit, bien, je vais prendre les meilleures méthodes, les meilleures approches, je vais me préparer, mais je n'ai pas de garantie. Alors, on espère le mieux, on se prépare au pire. Et le troisième cercle d'influence, c'est là où tu n'as pas de contrôle du tout. Plus vite tu vas lâcher prise, puis je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais plus vite je vais dire, attends un peu là, quand même je m'en fais pas ça, quand même que je pleure 24 heures par jour, ça je ne changerai rien. Alors investissez votre énergie là où vous avez du contrôle et de l'influence. Puis le restant, tu dis, je trouve ça triste,
mais je dois mettre ça de côté, puis je dois me centrer là où je peux faire une différence. Et c'est souvent avec ça que je commence avec mes clients parce qu'ils s'éparpillent dans plein de choses, ils n'ont pas le contrôle. L'autre chose, je l'appelle savoir son optimum, c'est de savoir en fait gérer notre perfectionniste. Je l'ai appelé ma loi, en fait, du 90%. Alors, si vous voyez ici, là, c'est ma ligne de temps, stress, énergie, argent. Plus j'investis du temps, de l'énergie, du stress, bien, plus je vais améliorer ma performance. Hein? Tu sais, quand je commence à faire de quoi, puis je travaille dessus. Et vient un moment donné où on voit notre ligne ici, là. J'investis encore beaucoup, là, mais je ne vais plus en chercher beaucoup. Et en plus, il y a un point de rupture. Ce point de rupture-là, c'est là où ça va commencer à me coûter très cher sur d'autres aspects, au niveau de ma qualité de vie, par exemple. Et on peut l'appliquer dans plein de choses. Quand je vais à l'école, peut-être qu'atteindre 85%, j'ai mis ici 90, mais le 90 peut être un 85 pour moi, c'est correct. Mais monter ma moyenne à 94, bien là, je ne sortirai plus, je vais étudier jusqu'à 2 heures du matin. Bon, à un moment donné, j'aurai plus de vie, puis je risque d'en faire une dépression. Alors, il faut savoir dans nos secteurs, dans notre travail, que ce soit pour aussi la maison. Tu sais, je fais des phases, entre une maison propre, puis une maison propre, ben c'est les heures que tu vas mettre là, que tu ne mets pas avec les enfants, que tu ne mets pas avec le conjoint ou la conjointe, puis là, ta vie est rendue plate. Fait qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné, puis de dire, bon, it's good enough. Et ça, ce 90%-là, là, c'est à vous de le trouver, mais on peut toujours faire plus. Il y a des gens qui me disent ça. Oui, mais je peux aller chercher plus, tu sais, puis on devient obsessionnel sur de la performance. Oui, mais est-ce qu'elle est encore bonne, cette performance-là? Ce surplus de productivité-là, est-ce qu'il va être bon ou à long terme, la qualité de vie ou le climat de travail va s'en ressentir? S'occuper de nos symptômes. Ça veut dire quoi, ça, s'occuper de nos symptômes? D'abord, commencer avec une bonne hygiène de vie. Vous savez, à la blague, je dis que cette page-là, là, si le monde suivait ces recommandations-là, je pense que j'aurais plus de clients. En tout cas, 90% de clients ne viendraient plus me voir. Une hygiène de vie, ça veut dire quoi en partant? C'est ces 4 axes-là. Réduire les heures de travail. Et là, on revient à ça. Là. Il y a des gens qui disent, oui, mais il faut que je fasse 80 heures. Ça fait longtemps qu'à 80 heures, on n'est plus optimal. On est rendu dangereux pour soi et peut-être pour les autres. On n'est plus productif. On fait des erreurs. Ça n'a pas de sens et pour le corps, là, ça ne fonctionnera pas à long terme. Bien s'alimenter. Encore là, vous savez que je travaille beaucoup avec des producteurs agricoles et je leur dis souvent, tu sais, si tu mettais autant d'énergie juste à comprendre un peu comment t'alimenter, que tu en mets avec tes vaches, tes cochons ou tes poulets, là, ouf, tu t'alimenterais ça coche. Alors, ils sont tous en train de, tu sais, ils lisent là-dessus, puis ils ont des spécialistes qui les entourent pour l'alimentation de leurs animaux pendant qu'eux autres, ils se tapent de la poutine puis du coke. Bon, fait qu'on voit l'image que on veut pourtant que nos animaux soient bien, performent, soient productifs, mais nous, on s'oublie complètement. Puis là, encore là, on ne demande pas 100% d'une alimentation parfaite, mais 80% du temps, je m'alimente bien, j'ai des bons aliments, on aurait déjà fait une bonne job. Apprendre à se reposer, des micro-pauses, nos heures de sommeil. Vous savez que 95% ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Sinon, on a des impacts physiques et psychologiques à long terme ou à moyen terme. Et les micro-pauses, bien, encore récemment, j'avais un producteur, il dit, c'est vraiment l'après-midi, là, je suis fatiguée. Moi, j'ai dit, à quelle heure tu te lèves? 5 heures moins quart. Ben, j'ai dit, moi, tout me lever à 5 heures moins quart, je serais fatiguée. Fait que, tu sais, l'idée de dire, gars, va faire une petite sieste là, après dîner, là, 20 minutes, là. Ouais, mais là, je sais ce qu'il dit, là. Ouais, mais là, qu'est-ce que les autres vont dire? Puis tout à coup que, tu sais. Et l'idée, là, je vous dis tout de suite, là, il n'y a personne qui peut être hyper productif de 5 heures le matin à 9 heures le soir. C'est impossible. Il y a des moments où ça chute, où l'énergie physique, psychologique va chuter, la concentration. Alors, les micro-pauses ou dans l'avant-midi, tu sais, pendant 10 minutes, tu vas te changer l'air, va prendre un thé, fais quelque chose.
pour te réénergiser. C'est un peu comme faire des resets. C'est payant. Donc, faire de l'exercice aussi, encore là, il y en a que leur métier est très physique, mais on voit ça de moins en moins parce qu'on est remplacé par des robots, les gros tracteurs, la mécanique, on est industrialisé. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne s'activent plus assez. Alors, si on faisait ça, déjà là, je vous dirais que je réduirais de beaucoup, puis on réduirait la dépression puis l'anxiété. C'est déjà un très bon départ. Apprendre à relaxer et respirer, ça aussi, je vais mettre, vous allez recevoir, je vais vous mettre des liens, le fun pour apprendre, tu sais, la cohérence cardiaque. On ne peut pas aller aussi loin là-dedans aujourd'hui, mais c'est des exercices simples de 4-5 minutes qui peuvent faire une grande différence au niveau du stress, puis de l'anxiété, puis même du sommeil. Alors, je vais vous mettre des références qui vont arriver dans les annexes. Là. Mieux exprimer et mieux agir. Planifier des activités agréables avec la famille ou les amis. Dans le domaine, quand c'est possible, on s'entend, là. Mais des petites activités agréables. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, sont en dépression, sont anxieux, ils disent « ça va plus, je suis tannée ». Là, je fais combien de temps? Il y a des enfants, fait combien de temps tu t'es pas assis à la table faire un jeu bien simple, jouer aux cartes, ou tu sais, que vous avez fait des petites affaires, pas obligé d'aller tout à Walt Disney, là. C'est pas de ça qu'on parle. Hey, là, ils font plus rien. Bien là, c'est sûr, quand tu fais plus rien, que c'est rendu plate. Alors, tu sais, il faut se réactiver puis commencer par faire des choses simples. Puis, je dis souvent au couple, même chose. Vous savez, le couple, là, avec les années, là, c'est sûr que ça peut venir plate un peu, là, hein, parce qu'on rentre dans la routine. Puis... Fait que là, je leur demande de faire des listes, un peu comme une liste d'épicerie d'activités. Il y en a qui coûtent de quoi, il y en a qui coûtent rien, il y en a qui prennent 1 heure, il y en a qui prennent une demi-journée, il y en a qui c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Planifier des choses, soit en couple, soit pour vous, ou soit en famille, si vous avez des enfants. Alors, faites-les participer, puis faites-vous une liste d'épicerie d'activités. Puis prenez des activités là-dedans. Choisir l'entourage aussi. Il y a des gens qui nous grugent beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, par contre, je vais mettre un bémol. Si les gens nous grugent de l'énergie parce qu'ils sont en dépression, ils ont besoin d'aide, c'est pas le temps de dire non, je pense que c'est le temps quand même de les aider. Jusqu'où on peut les aider? Et il faut accepter nos limites. Mais je parle de d'autres personnes qui peuvent être juste, négatif pour négatif, et c'est dans leur tempérament, puis vous sentez qu'à chaque fois que vous sortez de cette relation-là, vous êtes drainé, votre estime de soi est à terre, il vaut peut-être mieux espacer un petit peu les visites, hein? Écourter les visites puis les espacer. Apprendre à mettre des limites pour soi, mais aux autres aussi, ça veut dire apprendre à dire non. Première chose, les gens qui font des burn-out, il faut qu'ils apprennent à dire non. Il faut qu'ils apprennent à tasser des choses, des activités, des projets, et puis la liste peut être longue là, dans ce qu'on peut dire non. Là. Ça aussi, on va le voir un petit peu plus dans le module de gestion du temps et des priorités. Mais tous les gens qui ont fait des burn-out ou qui ont fait des dépressions, il y a des nuances, on ne rentrera pas peut-être entre les deux, mais un épuisement professionnel, il faut qu'ils apprennent par la suite à mettre des limites. Ils ont été au-delà de leurs ressources, de leurs capacités. Mais ça veut dire aussi les connaître, nos limites. Et ce qui est difficile quand tu es un high achiever, tu sais, quelqu'un qui drive, que ce soit pour les entrepreneurs, les gestionnaires, les chefs d'équipe, ou des gens, tu sais, qui en ont mené large, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que j'ai des limites, puis il faut que je les écoute. Puis ça, c'est difficile parce que c'est des fois de faire un deuil d'un idéal, tu sais, du Superman ou Superwoman en nous, là, de dire, ouais, OK, là, ça veut dire qu'il faut que j'arrête là. En ce moment, j'ai plus la capacité de faire ce que je faisais avant. Donc, il faut les accepter, puis ensuite, il faut les nommer. Il faut dire aux gens, regarde, non, tu peux pas faire ça. Regarde, non, je te remercie d'avoir pensé à moi pour ça, là, mais je peux pas le prendre. Voyez-vous, il faut être capable de les reconnaître, des connaître, des reconnaître, des accepter. Puis ça, c'est difficile. C'est des deuils à faire parfois. Puis ensuite, de les exprimer. S'accorder des rendez-vous avec soi-même, c'est un peu ce que je vous disais tantôt dans la liste planifier des activités avec vous-même aussi. C'est quoi vos petits bonheurs? Et puis il y a des gens, je leur demande ça, c'est quoi que tu fais à part travailler, là? Tu
Tu sais, un coup, tu t'es lavé, mangé, dormir, tu as fait tes obligations. As-tu des petites affaires, des petits rendez-vous? C'est beau. T'as-tu une petite passion? Quelque chose qui t'intéresse? Non. Rien que travailler dans la vie. Alors là, il faut que les personnes développent ça. Là. Fait apprenez à vous accorder des petits rendez-vous avec vous-même. Et j'appelle ça mes petits bonheurs. Hein? Dire merci, exercice de gratitude. Et on a fait des expériences à différents niveaux. On a demandé aux gens, en fait, de faire des exercices de gratitude. C'est-à-dire, le soir, ils écrivaient dans un petit journal « Merci la vie pour telle chose qui est arrivée aujourd'hui ». Tu sais, des petits bonheurs qui sont arrivés. Ils ont reproduit ça là, dans multiples façons de faire. Là. Il y en a qui c'est une fois par soir, il y en a qui c'est une fois par semaine. Mais bref, ce qui se sont aperçus, c'est qu'avoir de la gratitude, c'est-à-dire être capable d'entrer en contact et de connaître ou reconnaître des belles choses qui arrivent dans ma vie, ben c'était aussi bon que les antidépresseurs, imaginez-vous, sans avoir toutes les répercussions, les effets négatifs des antidépresseurs, qui des fois, on n'a pas le choix. Là. Bon. Mais l'idée d'être connecté avec « Wow, il y a des belles affaires dans ma vie ». C'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, là. On le sait, là. Mais il y a aussi des belles choses. Puis connecter avec ça, puis mettre notre cerveau à on pour percevoir ces choses-là, ça peut battre des antidépresseurs. C'est pas banal. Vous pourrez faire des recherches sur exercice de gratitude, vous allez voir ce dont je parle. Observer ses habitudes. En fait, je me regarde aller, je regarde ce que je fais, je regarde mes actions, puis je me dis, c'est-tu utile? Ça me fait-tu du bien? Ça m'aide-tu à atteindre mes objectifs, ce que je fais? Donc, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, s'observer, puis tenez-vous un peu un carnet ou un journal, puis dire, hey, j'ai fait quoi aujourd'hui, puis cette semaine, puis c'est quoi les habitudes que j'ai? Puis il y a certaines très bonnes habitudes que vous avez, puis il y en a d'autres des fois que, oups, je dis, j'aurais avantage, tu sais, par exemple, se coucher à 11h30, quand faut que tu te lèves à 5h, là. Puis il y en a plein qui vont dire, je sais, je suis fatiguée, mais c'est ma seule façon de décompresser, je m'assois devant la télé, mais là, ton petit bonheur, il te coûte cher. Il t'amène à pas t'améliorer. Fait que de dire comment je pourrais changer peut-être certaines habitudes qui vont m'être plus utiles. Alors, par quoi je pourrais les remplacer? Fermer le cellulaire et les réseaux sociaux. On pourra en reparler dans un autre module, mais on sait que ça, ben, c'est rendu quelque chose qui nous envahit et c'est un stresseur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai des messages, à chaque fois que je vois des textos, à chaque fois qu'il y a des sons qui sortent de ça, il y a un déclenchement au niveau du cerveau de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est relié à l'anticipation du plaisir ou une nouvelle. Fait qu'on se dit, oh, j'ai une nouvelle, oh, ça vient de sonner. Et à chaque fois, ça prend de notre glucose au cerveau, notre ressource, pour être capable de passer à travers nos journées. Fait que c'est comme si tu as un compte de banque, tu commences le matin, puis tu gaspilles ton argent à chaque fois que tu vas voir ton cellulaire pour quelque chose, tu viens dépenser de l'argent dans ton compte d'énergie. Et les réseaux sociaux, pour tout ce qu'on sait aussi, on se compare, les autres ont toujours l'air d'avoir une vie extraordinaire, je dis bien, ont toujours l'air. Fait que bref, en tout cas, de diminuer ou de prendre des pauses là-dessus, là, on aurait drôlement avantage pour notre stress. Diminuer les dépenses en argent et en énergie, on se souvient de McSween, en ai-je vraiment besoin? Donc, c'est de se poser des questions, encore là, sur peut-être certaines habitudes qu'on a, soit au niveau de nos dépenses énergétiques ou aux dépenses de notre argent. S'observer, puis dire, attends un petit peu, j'ai-tu besoin de ça, puis ça va-tu me faire vraiment du bien? Sur le coup, parfois, ça fait du bien, mais ça va-tu me faire du bien à long terme? Prioriser, ça veut dire faire des choix, hein? Quelqu'un m'avait dit un jour, puis je trouvais ça tellement bon, il avait dit, prioriser, c'est renoncer. Prioriser, ça veut dire, je dis non à un paquet de choses parce que je veux dire oui à ça. Et souvent, je disais à mes enfants,
quand je dis oui à ça, à quoi tu es en train de dire non? Puis c'est une bonne façon, des fois, si je dis oui, récemment, j'avais un entrepreneur que, il voulait construire, par exemple, un hangar à machinerie avec un garage réparé, tout ça. Puis financièrement, c'était une énorme décision. Puis on parlait de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et financièrement, il était serré. Mais il dit, ça fait des années que j'en rêve. Oui, mais le rêve va peut-être finir comme un cauchemar si tu te réveilles la nuit parce que tu anticipes la dette qui vient avec, puis les paiements, puis il faut que tu travailles encore plus fort. Fait que de dire, si je dis oui à ça, à quoi je vais dire non? Je vais dire non à un peu de paix d'esprit, à baisser mes dettes. Je vais dire non à réduire un peu mon travail, parce que ça, je vais dire, j'ai pas le choix. Donc, quand j'arrive à mettre sur une feuille, si je dis oui à ça, je dis non à ça, ça m'aide à prendre une décision plus éclairée sur c'est vraiment ça que je veux. Prioriser, c'est renoncer. Renoncer à d'autres choses. Puis, je terminerai avec ça. Dans le fond, là, à la fin de ma vie, tu sais, je reviens encore avec la question de départ. Ça va être quoi mes plus grands regrets versus ma fierté ou mes fiertés? Puis quand on arrive à y répondre, ce que ça permet de faire, c'est de se remettre sa traque puis de dire, si je suis en train de dire, je vais regretter de ne pas avoir assez pris assez de temps pour ça, ce qui est passé, c'est passé. Mais à partir d'aujourd'hui, comment je peux peut-être réaligner mon tir? C'est un peu comme d'avoir un GPS. Hein? Quand on s'arrête, ça permet de dire, hey, je suis rendu où sur la route, puis tout à coup, j'ai pris une mauvaise sortie, je vais rembarquer sur la bonne voie. Donc, tout ça, dans le premier module, puis on va voir, vous allez avoir des annexes, vous allez recevoir des choses, mais on va avoir une période de questions. C'est pourquoi, ma philosophie, c'est un leader en santé. Puis on est tous des leaders. Vous savez, même comme parents, vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un, vos enfants vous regardent agir, réagir, et vous êtes des modèles pour eux. Alors, quelle sorte de leader vous voulez être? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, qui peut nous aider à nous aligner sur ce qui est important. Quelle sorte de leader je veux être? Que j'ai une entreprise, que je sois entrepreneur, gestionnaire, quelle sorte de leader je vais être pour mes collègues? Hein? On voit ça aussi dans le monde du travail. Il y en a qui disent, je n'ai pas un poste de leadership. Non, mais tu influences les autres. Hein? Ta présence, ta façon d'être, ta façon de t'exprimer va faire en sorte que tu vas avoir des conséquences sur ton environnement. Donc, un leader en santé pour une entreprise en santé, pour une société en santé. Alors, sur ce, David, je te retournerai le micro et pour procéder peut-être là, à l'autre partie qui va être les questions de l'auditoire. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Pierrette, pour cette belle présentation de mieux, en fait, c'est mieux gérer son stress, c'est aussi mieux se connaître. Et avant qu'on passe à la question à la période des questions, excusez, en fait, je veux juste rappeler aux participants qui recevront un courriel en début de la semaine prochaine et pourront remplir le formulaire d'évaluation pour la chance de gagner une copie autographiée de ton livre. Donc, un énorme merci pour ce beau geste, Pierrette. Et dans ce même courriel, les gens pourront s'inscrire au prochain module. Donc, c'est quoi encore les prochains modules, Pierre? Juste un petit rappel pour oui. nos participants. Je vais, puis on va peut-être juste donner un petit peu plus de chair. Le deuxième, on va parler de la gestion du changement. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est pourquoi c'est si difficile de changer, hein? Parce que c'est pas toujours facile, les freins psychologiques. On va étudier les cycles du changement, voir où est-ce qu'on se situe dans un cycle de changement. Mais c'est quoi surtout les conditions gagnantes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont plus aptes ou plus capables ou plus habiles à changer? Puis comment on peut prendre un peu de ces trucs-là? Il y a des conditions plus facilitantes pour apprivoiser le changement. Le troisième bloc, ça sera sur la collaboration et la mobilisation des employés et de la relève. Donc, on va parler des défis intergénérationnels et
je vais vous amener un modèle qu'on appelle le modèle SCARF, qui est tiré du neuroleadership. On va rentrer un peu dans le cerveau puis voir quels sont les boutons sur lesquels on peut peser pour se mobiliser ou mobiliser les autres, mais quels sont parfois les boutons que les gestionnaires ou les entrepreneurs pèsent sur leurs employés sans le savoir, qui va les démobiliser. Fait qu'on peut faire des choses pour la bonne direction, mais parfois on fait des choses qui démobilisent nos troupes. Alors, on va en apprendre davantage à ce niveau-là. 4e, gestion distincte des priorités. On voudrait tout avoir 28 heures dans une journée, mais c'est impossible. Il n'y en a que 24. Alors, comment on va pouvoir l'optimiser pour qu'à la fin, on dise « Wow, j'ai fait de quoi? Je me suis senti efficace, productif et de quoi qui était utile et important pour moi. » Et le dernier, et non le moindre, communication et gestion de conflits. Encore là, on va mettre des outils dans le coffre. Plus on a d'outils pour mieux communiquer, plus on se comprend, on connaît les autres et on se connaît. Je dis toujours qu'on va augmenter notre moyenne au bâton dans la qualité de nos communications. Alors, c'est les 5 modules et je pense que tu vas fournir là, les dates plus tard dans le courriel qui suivra. C'est ça, effectivement, oui. Et donc, on va passer à la période des questions. Vous pouvez, en fait, chers participants, écrire vos questions dans l'application Slido à la droite de votre écran. Ça va venir sur mon 2e écran ici, donc je vais aller puiser ces questions-là. On en a quelques-unes qui sont déjà rentrées. La première, en fait, c'est, tu as mentionné le stress. Puis, genre, relié à trop de stress, on entend souvent parler de burn-out. Et je sais que tu l'as mentionné, le mot burn-out. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables au burn-out que d'autres? Et pourquoi? Excellente question. Et je t'avoue, David, c'est une question qui revient souvent lorsque je fais des webinaires ou des formations. Alors, j'ai toujours ça de préparer parce que il y a un auteur, Jacques Lafleur, si ma mémoire est bonne, il a sorti un peu les 5 profils ou les 5 candidats qui sont plus susceptibles de vivre des burn-out dans un même contexte qu'un autre. Parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde dans une même entreprise qui va vivre un burn-out. Alors, je vais vous présenter les 5 profils et vous n'avez pas besoin de sauter sur vos crayons. Là, je vous le dis, je vais mettre en annexe la liste des 5 candidats. Vous allez le recevoir là, dans ceux qui veulent aller le chercher. D'abord, il y a le grand travailleur. Fait qu'on va voir qu'on ne fait pas tous des burn-out pour la même raison. Le grand travailleur, c'est la personne qui en fait toujours de plus en plus. Elle a plus de dossiers, plus de patients, plus de clients, plus de terre, plus de vaches, plus de cochons. Vous voyez, ils en remettent tout le temps dans le tas, là. Hein? Plus d'entreprises, puis on grandit. C'est une machine à produire. Alors, les tâches sont faciles à petite dose, mais irréalisables à grande dose. On dit que c'est la personnalité, bon gars, bon fille, envoyer t'en remettre. Là, tu dis, peux-tu prendre ce client-là? Peux-tu faire ça? Ben oui, je vais le faire. Mais puis tu prends plein de projets, puis plein de réunions. Bref. Le deuxième, c'est la personnalité du sauveur, le Wonder Woman ou Superman, Superwoman. C'est le faiseur de miracles. Ça, c'est des personnes qui vont toucher à des dossiers ou à des projets que tu dis, il y a juste lui ou juste elle pour prendre ça, là. Tu sais, les sauvons la planète, là, c'est souvent ceux-là. Ils vont prendre ça puis ils vont sauver, là. Tu sais, ils prennent des choses qui sont très, très difficiles. Alors, on accroît la complexité en plus de la quantité. On dit que la personne va choisir des défis que nul autre ne peut relever mieux qu'elle ou mieux que lui. Personnalité, un peu besoin d'être admiré. Dire, wow, il y avait juste toi pour faire ça comme ça. Il y a le minutieux. Ça, il y en a d'autres qui vont se reconnaître. Ça, c'est le perfectionniste. C'est celui ou celle qu'il faut que tout soit fait parfaitement, chaque, tu sais, le point, le virgule, parfait dans toutes les sphères de sa vie. Alors, on peut comprendre que dès que tu ajoutes des tâches, la personne est plus capable, là. Hein? On le sait, là, on peut avoir une maison top-notch, là, Mané, quand tu as 3-4 enfants, là, bon, ben, il y a des petits coins, des fois, oups, ben, dans l'entreprise, c'est la même chose. Il y a des zones que tu dis, on va peut-être faire le coin un petit peu plus rond là, puis il n'y a pas de graves conséquences. Alors, les personnes perfectionnistes pensent que le moindre relâchement va entraîner des conséquences catastrophiques. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont des chirurgiens en train d'opérer dans le cerveau. Tu sais, à un moment donné, tu arrêtes, là, la balayeuse, là, il n'y a pas mort d'homme, quand même, il y a un petit coin, puis on ne passe pas partout à tous les jours. Le courageux, ça, c'est la personne qui va occuper un poste ou être dans une entreprise ou avoir encore une entreprise quand elle n'aime plus ça.
Et j'ai rencontré des producteurs, en fait, après un certain temps, dire, puis c'était pas parce qu'ils étaient en dépression, mais ça peut les amener vers la dépression, dire, j'aime plus ça. Puis ils n'osent pas quitter à cause du jugement, de la pression sociale, de, une entreprise de 5e génération, puis ils disent, ou il y en a même qui m'ont déjà avoué, j'ai jamais aimé ça, mais je l'ai pris parce qu'on avait des attentes à mon égard. C'est vrai aussi dans des emplois qu'on est là, puis on n'est plus bien là. Alors, la personne, elle se dit victime, puis elle dit, je ne peux pas changer ça. Et le dernier profil, et non le moindre, c'est la personne, c'est l'ambitieux ou l'ambitieuse. Cette personne-là, elle a un insatiable besoin d'argent, de prestige, de reconnaissance, de pouvoir. Donc, elle est prête à sacrifier sa vie et celle des autres, souvent. Elle se sent menacée par toutes les personnes qui en ont plus qu'elle sur différents aspects. Alors, c'est vraiment la personnalité carriériste. Il faut avoir la plus grosse entreprise, il faut avoir le plus gros poste, il faut avoir la plus grosse voiture, il faut toujours être le premier ou la première partout. Alors, vous comprenez que ces 5 profils-là sont à risque, bien sûr, à un moment donné, de frapper le mur, mais pour des motivations intrinsèques très différentes l'une de l'autre. C'est des profils différents. Alors, je vais vous faire parvenir là, la liste pour voir, là, peut-être que vous allez reconnaître des gens là-dedans. Donc, est-ce qu'on a répondu à cette question-là? Je pense que oui, en fait. Entre-temps, il y a une autre question qui est rentrée, puis c'était, en parlant du burn-out, est-ce que c'est la même chose que la dépression? Oh, très bonne question encore là. En fait, le burn-out est habituellement accompagné de dépression. Donc, on va avoir les symptômes de la dépression, incapable de se concentrer, pleurs, perte d'appétit, peut-être idéation suicidaire. Bon, le burn-out comprend la dépression. Mais si on regarde le terme, en fait, le burn-out n'est pas un diagnostic de santé mentale, c'est l'épuisement professionnel avec ou sans dépression. Ce qu'on dit, c'est que l'épuisement professionnel, la définition serait une incapacité à atteindre tes idéaux. Donc, à un moment donné, tu n'as plus les ressources pour t'ajuster et atteindre tes idéaux personnels et professionnels. Fait que là, il y a un épuisement qui vient. Fait que tu t'es fixé des idéaux trop gros pour ce que tu es capable de gérer. La différence avec une dépression qui peut arriver, par exemple, on pourrait penser, ça va très bien dans ta vie, tout va bien, et à un moment donné, il y a un drame, tu perds un enfant, tu perds un être cher. Là, on sombre dans une dépression. Les causes ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, comme je vous ai dit, lorsque la personne est épuisée au niveau professionnel, elle va avoir les mêmes symptômes qu'une dépression qui est arrivée par une autre porte. Fait que c'est la différence qu'on va faire. L'épuisement professionnel ou le burn-out, c'est une incapacité à s'ajuster à sa vie. Donc, il y en a trop dans le chariot par rapport à ce qu'on... Puis là, j'ai nommé les 5 profils différents, là. Le perfectionniste essaie que sa maison soit encore toujours aussi propre, l'auto lavé à tous les soirs, avec la nouvelle promotion. Fait, il ne s'ajuste pas. Donc, ce sont 2 choses différentes, mais ils sont quand même très reliés. Ben, il y a des nuances, mais il faut voir. C'est parce qu'une dépression, je peux aller très bien aujourd'hui et sombrer dans une dépression si j'ai une perte dans ma vie significative ou j'ai un accident qui... Je ne sais pas, je deviens quadraplégique, je peux sombrer dans une dépression, mais ce n'est pas un épuisement professionnel. Mais l'épuisement professionnel, on va avoir les mêmes symptômes pareils. On va voir noir, on n'est plus capable, on fait de l'insomnie. Elle va endosser aussi une dépression. C'est peut-être un petit peu technique, là, mais... Merci beaucoup. Les questions rentrent, c'est super cool de voir ça. Une question, comment se remettre sur son X après s'être oublié pendant quelques années à élever des jeunesses? Quelques trucs. Des jeunesses? Oui, quelques trucs ou conseils à partager? Bien, c'est justement, c'est pour ça que la première partie, c'est se connaître
et de dire par quoi je peux commencer. Puis je dis toujours aux gens, là, parce que des fois, on fait comme je sais même plus ce que j'aime, ce que je veux. C'est peut-être un peu ça la question. Je me suis oubliée toute ma vie. Là. À la blague, je dis souvent, on se rend compte, les mamettes, ça fait 50 ans, hey, j'ai un nombril, moi, là tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas regardé le nombril. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des choses pour soi. C'est de recommencer petit, et à dire, attends un peu, qu'est-ce que je peux commencer par faire ou refaire à petite dose? C'est peut-être m'inscrire en cours de guitare, c'est peut-être, tu sais, on ne veut pas virer notre vie à l'envers d'un coup, on ne veut pas faire une crise puis tout jeter à terre, mais on est capable de redonner de l'espace. Puis ça peut être aussi fou, David, là, il y en a qui me disaient, hey, moi, là, ça fait des années que je n'ai pas pris de bain. On s'entend, ils prennent des douches, là. Mais, hey, là, je m'enferme dans la salle de bain. Ils n'ont plus 2 ans, là. Ils ont 10 ans, 12 ans, 16 ans. Vous m'oubliez pendant 1 heure, j'étais avec mon livre, j'étais avec, tu sais, il y a une petite coupe de vin dans le bain, une petite chandelle, et c'est mon temps à moi. Fait que c'est de réapprivoiser ça, de se créer des espaces où on dit, hey, ça, c'est mon temps, là, OK? Bien sûr, il faut le choisir puis le faire d'une façon sécure, là. Mais recommencer petit. Retoucher à ce que vous ne faisiez pas, ou bien dites, je vais essayer. Jamais essayé ça, moi, un cours de vitrie, là, je ne sais pas trop, ou de yoga, je l'essaye. Je m'inscris, puis mardi soir, j'y vais. Hein? On se lance. Cool. Donc c'est ça, c'est prendre le temps pour soi-même. C'est super important. Et tu l'as mentionné plusieurs fois. Sur ça, en fait, une autre question qui a... Jean Proche, est-ce que vous avez des conseils ou des conseils pour les couples en affaires ensemble? Comment faire la séparation entre être parent et partenaire en affaires et amoureux? Eh oui, ça, c'est une question, je vous jure, à 1000 piastres. En fait, c'est ça qui est souvent le gros de mes consultations, parce que c'est des couples en affaires. Puis, c'est d'arriver, on n'a pas le choix d'avoir son carré de sable. Tu sais, quand tu es en affaires, d'abord, faut s'assurer qu'on a une mission et une vision d'affaires commune. Hein? On va aller au même endroit, on partage les mêmes valeurs en affaires. Et après ça, on s'entend sur des objectifs, on a nos champs de compétences. Puis après ça, c'est de dire, quand je suis en couple, parce que c'est pas si facile de toujours diviser ça, mais c'est d'essayer de se donner des espaces. Je dis aux gens, créez-vous physiquement, dire, quand on est dans le bureau, là, hey, on va se rencontrer un matin pour parler de ce projet-là, ça. On se fait des petits ordres du jour bien simples, là, puis dire, cette semaine, on planifie notre semaine, on a notre chapeau d'affaires, d'actionnaire. Hein? Bon, on rentre dans le rôle le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'en sortira pas des fois, mais quand on se donne des réunions d'affaires, on s'assure d'avoir des rôles et responsabilités assez clairement définis, pas se piler ses pieds. On s'assure d'avoir des objectifs sur lesquels on s'entend, parce que là, il faut commencer par ça. Là, si on ne s'entend pas sur la mission de l'entreprise, moi, je veux 200 vaches, je t'en veux 1000, t'as peu, là, ça va accrocher, là. Mais après ça, on se donne des stratégies concrètes de petites réunions. Puis il y en a qui trouvent ça drôle. Il y en a qui ont décidé de s'en aller au resto des fois. Tiens, on va rien que parler. Tiens, c'est quoi cette semaine, le mois prochain? Il faut parler de tel dossier. On règle des dossiers comme si on était des associés étrangers. Après ça, quand on est le couple, justement, on a notre liste d'épicerie. Là, on est un couple. Bien, si on s'en va au spa ensemble, là, on ne parle pas de business. À moins de parler du feu qui prend, puis encore là, il faut appeler les pompiers. On peut-tu se donner des règles parce qu'à un moment donné, tout est dans tout. Fait qu'il faut essayer le plus possible de dire, là, on a une sortie de couple, là, chérie. Ce qu'on va parler, c'est de nous, de la famille, mais on ne commencera pas à parler du problème avec le vétérinaire, des animaux, puis on ne veut pas polluer ce temps-là. Alors, tentons le plus possible de savoir quand je suis en train de faire ça, je suis dans ma vie de couple en ce moment? Hein? Puis donnons-nous des moments pour régler des dossiers. Si on est en affaires, justement, là, si on est tout le temps sur le cadre de pote en train de régler des problèmes, c'est qu'on ne planifie pas des petits meetings courts pour faire le point, là. C'est pour ça que c'est important, les petites réunions. Elles sont payantes. Après le déjeuner, on se parle 15 minutes de la journée. On fait de petits meetings à 2, là. Mais là, on est des associés. Fait qu'à soir, quand on va aller au resto ou qu'on va aller voir un film ensemble, on ne parlera pas de la business. Moi, je dis, s'il n'y a pas
si on n'est pas dans l'urgence là, à éteindre des feux ou il faut prendre une décision dans la prochaine heure, c'est capable d'attendre le demain matin. Ça a-tu du sens? C'est-tu utile? Il faut se créer des espaces et des moments. Et sur ça, en fait, une autre question. La communication avec les autres peut souvent m'apporter du stress ou des conflits. Avez-vous des conseils à partager pour bien communiquer avec les autres? Oh, là, on est dans un module au complet. Hein? Je vais sûrement vous inviter au module communication et gestion de conflits. En gros, le premier conseil que je donnerais quand on communique, certainement, comme je dis, il va y avoir un module là-dessus, c'est de ne jamais parler sous l'état du stress et certainement sous l'état de la colère. Hein? Quand on parle qu'on est en colère ou qu'on est frustré, bien, ce qu'on va dire habituellement, ce n'est pas intelligent parce qu'on n'a pas accès à nos fonctions exécutives qui nous permettent de planifier, de s'organiser et de penser aux conséquences. On est dans l'émotion à l'état pur. Et la personne qui est stressée, bien, il faudrait qu'elle se pose des questions. De quoi j'ai peur? Puis on va en parler dans le module de la communication. C'est quoi les peurs qui sont reliées à ça? Est-ce qu'elles sont réelles? Ou, tu sais, j'aimerais pas ça parce que l'autre... Puis là, peut-être qu'on a avantage comme groupe à aller chercher des outils. Là. C'est parce que la question est peut-être un petit peu... Tu sais, c'est difficile pour moi de savoir dans quel contexte la personne est stressée. Pourquoi elle est stressée? Ça, c'est la première question que je vais me poser. Puis plus je vais me préparer, donc me poser, me déposer, puis plus je vais être habile, moi, pour communiquer, moins je vais être stressée. Plus je vais être capable de dire, David, j'aimerais ça qu'on se parle aujourd'hui. Tiens, on a un enjeu qui s'appelle, je ne sais pas, les tâches. Là. J'ai l'impression que moi, j'en ai plus que ce que je peux en faire. J'aimerais ça qu'on revoie comment on peut équilibrer ça. Moi, je me sens dépassée. Alors, plus je suis habile dans ma façon de parler, en parlant de moi, de ce que je veux, ce que je ne veux pas, bien, plus j'augmente la probabilité que ça se passe bien. Puis là, si David il dit « Ouais, mais là, je fais ma part, moi, là, peut-être. » David, je ne te dis pas que tu ne fais pas ta part, je te dis juste que moi, là, je suis dépassée maintenant. Est-ce qu'on pourrait regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voyez-vous, je vais être plus capable de désamorcer. Fait qu'on va voir ça. Je vous invite, là, la personne qui a demandé ça, connectez-vous au module communication et gestion de conflits. Plus j'ai d'outils, ça ne veut pas dire que ça va toujours bien se passer. Mais j'augmente ma moyenne au bâton. Et surtout, à moins que j'ai l'impression que je suis en réel danger, là, on est ailleurs. On parle de d'autres choses. Si ma vie est menacée, ma vie est en danger, là, on n'est plus dans un cours de communication, là, il faut vraiment aller consulter. Mais sinon, c'est quoi qui me stresse tant? C'est-tu mon ego qui est menacé? C'est-tu que j'ai peur que l'autre se choque? Si jamais il choque, est-ce que je peux préparer le terrain en disant, écoute, j'ai à t'amener un sujet, je sais que c'est délicat, puis je ne sais pas trop comment t'en parler, mais notre relation est tellement importante qu'il faut qu'on en parle de ça parce que là, je ne sais plus quoi faire avec ça. On va voir ce genre de tournure de phrase-là qui peut désamorcer peut-être un conflit. Mais certainement, sur le coup de l'émotion, ce n'est pas le temps de parler. Ça, je peux vous dire ça. Donc c'est un peu prendre le temps... l'individu de réfléchir, ensuite de penser à ces mots et de vulgariser ou déclarer qu'il y a quelque chose qui je sais pas, leur dérange, on pourrait dire, qui leur stresse, et ensuite de communiquer ça avec les autres. Donc, on a bien hâte au module quand ça va être, bien sûr, quand la date va être annoncée, mais pour le moment, on va continuer avec les questions. En fait, il y en a plusieurs qui rentrent. Donc, il y en a une. Quelle est la place de l'autocompassion dans la gestion du stress? Oh! Donc, peut-on affirmer qu'il s'agit d'une stratégie pour la gestion du stress? Oui, absolument. J'aime bien. C'est pas un terme que j'ai utilisé parce que, bon, c'est peut-être plus nouveau qu'on utilise ça. L'autocompassion, dans le fond, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même, hein, pas juste pour les autres. J'imagine que c'est ce que la personne voulait dire. Effectivement, parce que pour avoir de la compassion pour l'autre, il faut d'abord en avoir pour soi. Puis justement, si j'ai plus d'autocompassion, je vais être capable de prendre soin de moi, puis ça n'a rien de d'égoïste. On n'est pas dans flatte-toi le nombril du matin jusqu'au soir, puis pense juste à toi, puis ta petite personne. Parce que moi, la clientèle à qui je m'adresse, c'est des gens qui se sont oubliés beaucoup, qui travaillent très fort, qui se sentent très coupables de s'arrêter. Alors, de l'autocompassion, c'est pas de s'aimer dans le sens je m'aime tellement, je suis la personne, le nombril du monde, pas ça, mais d'avoir
un amour, un respect pour soi comme on voudrait comme j'en ai souvent pour d'autres, puis de prendre soin de soi, puis de dire, regarde, là, je me fais violence, là. Quand je travaille 18 heures par jour, là, c'est pas de l'autocompassion pantoute. Je m'auto-flagelle, puis j'essaie de me geler parce que je me dis, je me raconte toutes sortes d'histoires qu'il faut que je fasse ça. Mais je suis en train de me faire violence, je mets ma santé en danger, je mets les autres aussi en danger, puis c'est pas ça que je veux. Fait que l'autocompassion, c'est certainement très central. Merci pour cette question-là, c'est très pertinent. Mais elles sont toutes pertinentes. Absolument, puis il y en a d'autres. Donc, la prochaine question, c'est difficile de garder un équilibre entre le besoin d'entreprendre, l'envie d'entreprendre, le devoir d'entreprendre et de fixer la limite jusqu'à où on doit entreprendre. Alors, où est la limite dans notre capacité d'entreprendre? Bien, la limite est celle qui existe pour vous à ce moment-là, en fonction, je reviens encore à ça, de vos ressources, de vos capacités, de ce que vous voulez aussi, parce que des fois, on a juste comme moins le goût d'entreprendre. J'ai beau vouloir entreprendre, c'est toujours la même chose. Moi, je ne sais pas c'est quoi la limite d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, mais chose sûre, c'est si la personne n'a plus les capacités ou qu'elle ne le fait pas pour les bonnes raisons. Justement, le livre « Survivre à la réussite », celui qu'on va donner, là, j'aurais dû en sortir une copie, là. Excusez-moi, je vais faire un petit bruit ici avec ma fermeture de « Survivre à la réussite », c'est l'homme qui a entrepris, mais de façon, à un moment donné, ici, là, survivre à la réussite, on va en faire tirer un bon nombre, hein, je pense, pour ceux qui vont aller faire l'évaluation. C'est un homme qui a entrepris, mais c'était plus sain. Fait qu'il faut essayer de comprendre c'est quoi nos motivations. Est-ce qu'elles sont par désir de vengeance? Si c'est ça, nécessairement, ça sera plus bon. Mais c'est quoi mes besoins fondamentaux d'entreprendre? C'est-tu de me dépasser, d'accomplir, d'ordonner à la société, ou c'est pour me venger de mon passé? Là, on est dans des zones qui vont être plus nuisibles. Mais après ça, j'ai beau avoir de bonnes motivations, des motivations qui sont saines, des valeurs qui sont bien ancrées. Est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Je veux bien entreprendre, moi, je suis en santé, mais là, tabarouette, mon projet me demande d'avoir plein de main-d'œuvre qui n'est pas au rendez-vous. Fait que dès que je n'aurai pas les ingrédients de ma formule pour entreprendre, je risque de vivre des conséquences négatives. Mais je vous dirais, le plus difficile pour les entrepreneurs, c'est de se poser la première question. Qu'est-ce qui me motive vraiment? Tu sais, juste dire, j'entreprends parce que j'ai pas le choix, ça, c'est pas une réponse. Fait que moi, ma job, je l'ai pas souvent dire, c'est quoi les motivations les plus profondes qui t'amènent vraiment à vouloir encore entreprendre quand tu as des signes que ça va plus bien, les symptômes. Tu sais, quand madame a dit « je tenais, j'en ai assez » ou qu'on a des indicateurs négatifs et que la personne continue à s'acharner dans cette direction-là, ça devient drôlement intéressant de savoir pourquoi. Fait que je ne sais pas si j'ai répondu encore là, David. Mais il faut se poser les questions, il faut regarder nos indicateurs. C'est ça, c'est exactement ça. Puis, en fait, regarder nos indicateurs, se mettre des limites, ça joue un rôle dans la prochaine question aussi. Donc, tu as parlé de mettre des limites. Tu as aussi dit que, tu sais, fermer le cellulaire et les réseaux sociaux, c'est super important. Il me semble que tout le monde est presque né avec le cellulaire en main. Hein? Et la question est, on est presque accro à la techno. Comment on gère ça quand on voit que ça commence à créer des problèmes? Oui. Bien, encore là, une excellente question, puis qui est très, très à jour. En fait, il faut se questionner pour soi d'abord, puis on le voit de plus dans les familles aussi. Les gens me le disent, en famille, ça crée des conflits, des tensions dans l'entreprise. Fait qu'il faut le regarder à différents niveaux. Si on prend, par exemple, pour la famille, on va dire en famille, bien, je dis aux gens, engagez-vous en famille à développer des nouvelles habitudes. Ça aussi, je vais vous envoyer une liste de stratégies parce que c'est une question qui est abordée souvent, comment mettre des limites. Puis, c'est comme par rapport à la gestion du changement, je veux changer une habitude. Fait que, être capable d'en parler, de dire, ce serait quoi les pour et les contre, tu sais, puis c'est quoi les avantages et les inconvénients.
qu'on a à utiliser autant les cellulaires, parce qu'il y a des avantages, sinon on ne l'utiliserait pas. Mais aussi de prendre conscience quel coût, qu'est-ce que c'est en train de nous coûter. Autrement dit, quand on est sur nos cellulaires, je reviens, quand je fais X, j'ai pas Y. Quand je suis en train d'être sur mon cellulaire, je suis pas en train de parler à mon enfant ou on n'est pas en train de se parler en famille. Fait qu'être capable de voir à côté de quoi je passe. Parce que c'est pas vrai, quand j'ai le nez collé là-dessus, je suis pas en train de m'investir dans autre chose. Donc, réfléchissez à ça en famille. Après ça, je dis aux gens, parce que l'être humain étant ce qu'il est, il va habituellement toujours évaluer à la baisse son utilisation. Il va dire, « Ah non, c'est pas si pire que ça. Non, moi, je suis pas souvent là-dessus. Non, pas tant que ça. » Puis là, les autres le regardent, puis roulent des yeux, puis « Hey, t'es tout le temps là-dessus. » Puis bon. Fait que là, aux gens, il y a plein d'applications là, pour mesurer le temps. Puis là, des fois, on fait « Aïe, aïe! » Coudon, y est-tu un fantôme ouvrir mon cellulaire pendant que je n'étais pas là? Bon, on a l'impression que c'est beaucoup plus, on a de la difficulté à évaluer. Fait que mesurez le temps que vous prenez. Utilisez des alarmes externes pour, des fois, se donner des plages. Mettons, là, je ne sais pas aux gens, on va être réaliste. Tu aimes ça aller voir sur Facebook ce qui se passe, tu suis des groupes ou Instagram. Bien, donne-toi des plages. Dis-toi, regarde, à soir, j'y vais une demi-heure. Je n'irai pas de la journée parce que j'ai d'autres choses à faire. Je vais y aller une demi-heure, mets-toi une alarme, puis quand ça va sonner, sors de là. Parce que vous savez, c'est quoi? Des fois, tu dis, je vais y aller rien qu'un petit peu. Ça fait 1h30, puis tu es parti, puis tu es rendu, puis tu regardes les tracteurs. Après ça, tu regardes les scies à chaîne. Après ça, tu regardes des manteaux d'hiver, puis je veux dire, tu es rendu dans le sud, puis on sait c'est quoi la toile. Alors, mettez-vous des limites. Mettez-vous des limites parce que le cerveau étant ce qu'il est, il va se laisser aller, puis là, hey, c'est le fun, puis bon, on se perd. Fait qu'utiliser des alarmes, effacer les applications ou les éléments qui posent un problème. Il y a des gens, tu l'as dit, David, on est presque accro. Il y a vraiment des gens qui ont une dépendance très importante à la technologie. Et ça correspond, c'est les mêmes signes et symptômes et conséquences que d'autres dépendances. Alors, il y a des gens qui doivent effacer des applications, puis j'en ai vu ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, sais-tu, je me suis aperçue, j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai enlevé certaines applications, puis je les ai juste gardées sur mon ordinateur. Fait que je ne suis pas portée à y aller le jour, j'en ai pas besoin le jour. Fait qu'ils s'auto-régulent, ils se donnent des façons, tu sais, de dire, je vais enlever ça Facebook, parce que dans le jour, je vais y aller. Mais là, c'est rien que le soir, ça va être sur l'ordi. Puis il y en a qui enlèvent certaines applications complètement. Limiter le temps de connexion non essentiel en fixant des objectifs réalistes, bien sûr. Puis tu remplaces ça par quoi? Tu sais, quand tu vas sur Facebook ou sur Instagram ou aller voir des tracteurs ou aller voir des maisons, je ne sais pas, là, tu fais des choses, bien, tu ne fais pas d'autres choses. Par quoi tu vas remplacer ça? Décider à l'avance. Hey, au lieu de faire ça, là, j'ai quelqu'un qui me dit, elle s'est mise à la guitare. Dans le temps, elle jouait de la guitare, ben, maintenant, elle me parle de ça. As-tu encore une vieille guitare? Puis j'ai dit, ben, si tu aimais ça, peut-être que tu pourrais aimer ça encore. Oh, j'ai pas trop le temps. Puis là, après ça, elle s'est dit, hey, sais-tu, là, si j'allais moins, là, ces réseaux sociaux, tout, ben, la demi-heure, 3/4 d'heure qu'elle allait là-dessus, elle l'a mis à jouer de la guitare. On s'entend que c'est bien aussi valorisant, puis bien aussi relaxant et tout ça. Fait que sachez à l'avance par quoi je vais remplacer ce temps-là. Puis, il y a je ne sais plus où j'ai pris ça, là, il y avait utilisé les 3 ne pas dormir avec les cellulaires. Pour plusieurs, c'est rendu très difficile et ça l'intervient sur la qualité de sommeil, même chez nos petits. On a des enfants de 8, 10, 12 ans qui se connectent la nuit, qui regardent des affaires, qui se font réveiller par des textos, les ados. Puis le monde dit, oui, mais il en a besoin comme réveil matin. Hey, ça existe d'autres sortes de réveils matin. Quand tu deviens addict, tu es peut-être mieux de tasser ça. Ne pas utiliser les cellulaires lors des repas. Comment qu'on aurait une belle qualité de repas? On ferme ça quand on mange. On est ensemble, on se parle de tout et de rien. Et surtout pas lors d'une conversation. Vous le savez comme moi, imaginez, là, aujourd'hui, je vous parle à tout bout de champ, excusez, j'ai un texto, je regarde mon texto, tu sais, je suis là, puis donc, ça crée quelque chose, il y a un bris dans la communication où est-ce que l'autre entend, t'es pas important. Ça arrive des fois, mais on peut aviser, dire, écoute, j'ai besoin de le prendre, on comprend ça, puis la personne, mais si je suis constamment arrivée sur mon cellulaire pendant que je te parle, tu te sentiras pas important du tout.
Fait que ça, c'est comme certaines choses, puis je vais vous l'envoyer en annexe là, pour ceux que ça intéresse. Donc, je veux juste aviser tout le monde, il nous reste 6 minutes, mais il y a quand même quelques questions. On va essayer de les aborder vite, peut-être des réponses un peu plus courtes pour adresser certaines questions, mais j'en ai une bonne. Comment faire assir son homme que l'on voit fatigué et qui est celui qui fait marcher la ferme? Comment on peut l'asseoir pour vraiment communiquer que hey, il faut se mettre des limites, il faut faire quelque chose? Bien, c'est toujours de commencer à dire à quel point on tient à l'autre et je suis préoccupée par ce que je vois. Puis j'aimerais ça te voir prendre plus de temps parce que ça m'inquiète. Je te vois aller puis ça m'inquiète. Puis je t'aime, tu sais, comme. Bon, fait que d'y aller, c'est quoi l'intention qu'on a? Donc, ça met l'autre plus. Puis encore là, on va commencer petit. On peut-tu. Je fais des farces, je dis à madame, essayez de le kidnapper sur des petites choses qu'il va aimer, là, de temps en temps, puis de s'entendre qu'on va se donner un petit peu de temps pour ça, puis de lui dire quelles seront les conséquences s'il ne se donne pas de temps. Puis, tu sais, c'est ça qui nous inquiète. On trouve qu'on se distance, qu'on n'a plus de temps de couple, puis tout ça. Fait que c'est de le prendre, oui, par les sentiments, mais je m'inquiète pour toi. Puis je m'inquiète aussi pour notre couple parfois, parce que ça va jusque-là. Puis je sais que c'est pas ça que tu veux. Mais là, on est en train de se distancer. Fait que, trouver ensemble des activités, s'il dit hey, je n'ai pas d'idée, offrez-en. Puis des fois, je suis surprise. Là. Les messieurs, là, quand tu offres quelque chose clé en main, là, ben, il embarque pas pire. Hein? Puis vous le connaissez, votre monsieur. Fait que, allez-y petit, puis témoignez aussi, partagez votre inquiétude. Merci. Un autre qui est par rapport à la relève agricole. Donc, selon votre expérience, le stress de la performance chez la relève agricole est-il plus présent qu'une autre tranche d'âge? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou une normalité malsaine? Eh là là. Bien, je vous dirais qu'avec les réseaux sociaux, malheureusement, ça l'a induit une espèce de tu sais, on voit plein de choses qui ne sont pas toujours vraies, ces réseaux sociaux. Fait que ça crée comme des attentes. Il y a peut-être plus de comparaison. Et le stress de la performance, bien, c'est la même chose. Il faut, à un moment donné, se poser des questions puis dire, il ne faut pas embarquer dans... Oui, il y a des tendances, puis on comprend qu'il faut être performant. Là. On sait c'est quoi une entreprise. Mais justement, il faut faire des choix pour ne pas s'accoter, pour ne plus avoir... pour pas avoir le choix de performer. Tu sais, de ne pas s'accoter au point où je suis obligée de performer parce que j'ai mis la barre trop haute. Fait que laissez-vous des marges de manœuvre. Mais avec les réseaux sociaux, j'oserais dire que... Mais j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de gens. Là, je suis très simpliste, mon affaire, mais en disant, oui, il y en a qui vont aller vraiment là-dessus, puis d'autres vont dire, non, moi, j'embarque plus là-dedans. Je me questionne, puis je veux passer du temps avec mes enfants parce que mes parents n'ont pas eu de temps, mon père n'était pas là. Fait qu'ils vont réagir aussi à ça. Fait que là, il faut se faire une vie puis une entreprise en fonction de ça. Et une dernière question, je pense qu'il nous reste juste quelques minutes. Où on peut trouver des trucs pour la gratitude? C'est un gros mot, ça, la gratitude. Oui, la gratitude, ben c'est sûr que sur Internet, il y a plein de choses. Il y en a des bonnes, mais je vais vous mettre quelques liens que j'apprécie, qui sont soit des recherches qui sont sérieuses, là, et des bons liens. Fait que juste, je vais me le noter, là. Mais regardez sur Internet, écrivez le mot gratitude, exercice de gratitude, recherche sur la gratitude, mais je vais en inclure aussi, là. Comme Martin Seligman, en est un, la psychologie positive. Bon, il y en a d'autres, là. Super. Donc, avec ça, je pense qu'on va arrêter là, Pierrette. On oui? a fait une bonne demi-heure de questions du public. Donc, c'est super qu'on ait eu cette interaction-là. Plusieurs questions, très, très bonnes questions. Et je vous remercie, en fait, Pierrette, d'avoir pris le temps de partager ces informations-là avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être là. Bien, merci. Puis j'invite tout le monde, s'ils veulent plus d'outils, c'est peut-être s'inscrire à mon infolettre, aller sur mon site web. Et je souhaite réellement vous revoir, tout le monde qui était là pour les autres modules. Et je tiens encore à remercier Financement Agricole Canada de cette belle invitation. Et à tous les participants, bien, je vous souhaite le plus grand des succès, autant au niveau
personnel que professionnel. Bon succès à tous. Merci, Pierrette. Alors, on espère que cet entretien vous a plu. C'est vraiment d'aller chercher ces informations-là, les outils pour mieux gérer son stress, pour en fait mieux gérer l'entreprise. Et à la suite de l'événement, tel que promis, un courriel sera envoyé, donc ça va être en début de la semaine prochaine. Et vous trouverez dans ce courriel encore, juste pour vous rappeler, un lien pour remplir le formulaire d'appréciation. Et ça vous donnera en fait la chance de gagner une copie du livre autographié Suivre à la réussite que Pierrette avait montré à l'écran. Et donc, encore une fois, merci Pierrette pour ce geste. Et vous aurez aussi un lien au site de Pierrette pour vous inscrire à l'infolette si ça vous intéresse. Donc, merci à vous, chers participants, d'avoir posé de très bonnes questions. N'oubliez pas de vous inscrire aux 4 autres modules qui vont être listés dans le courriel. Et ça sera toujours avec la psychologue Pierrette Desrosiers. Et sur cela, on conclut l'événement. Et prenez soin de vous. On se voit dans le prochain module. Au revoir. Bonne journée.